Bonsoir Bouba, bonsoir à tous. Les questions politiques et économiques au menu de notre entretien de ce soir avec le conseil spécial du président de la République, Dr Fallou Samb. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous venez d'être élevé par le chef de l'État au grade d'officier de l'Ordre national du mérite. Félicitations. Merci beaucoup Mamadou. Commençons cet entretien par le dialogue national. Comment doit-on comprendre de cette initiative du chef de l'État de rencontrer les acteurs politiques et de la société civile, date retenue le 28 mai prochain? Exact, du démarrage. Oui. En ce qui concerne particulièrement donc, le dialogue politique, je crois qu'on a beaucoup dit. Et même national pour être précis. Voilà, voilà justement, j'allais le dire justement, Oui. puisque en fait au départ, même ceux qui, disons, apportent des critiques par rapport à ce dialogue, disaient que c'est entre l'APR et le PDS, d'autres disaient que donc c'est politique. Le président, disons, a dans son génie politique et dans le cadre donc, de son statut en tant que père de la nation, a voulu justement que ce soit un dialogue national. Ça veut dire quoi? On va discuter des questions politiques de l'heure. Ça veut dire qu'aussi on va faire un dialogue inclusif. Donc où il y aura les acteurs politiques, au premier rang desquels les partis politiques, légalement constitués au Sénégal, mais également la société civile, le secteur privé, les chefs religieux, les femmes, les jeunes, les syndicats, en fait tout ce qu'on appelle les forces vives de la nation. Maintenant, je pense qu'à ce niveau, il y a au moins une équivoque qu'il faudrait lever. C'est trop tôt, enfin c'est trop tard, est-ce que... Je pense qu'il y a un moment pour tout. Et les moments de la République ne cadrent pas souvent avec les moments, soit des médias, soit des syndicats, soit des... Maintenant, je pense qu'après le référendum du 20 mars, on a un élan, on a une situation positive, on a une direction qui est là. Et je pense saisir ce moment-là pour justement arrondir tous les angles et faire ce dialogue nous semble opportun. Justement sur ce point, parce que vous parlez du référendum de mars dernier, sur ce point, il y a des critiques contre cet appel au dialogue du chef de l'État en disant mais cela aurait été plus pertinent de le tenir avant le référendum, maintenant que les réformes sont déjà adoptées. Quel est l'intérêt de discuter avec les différents acteurs? L'intérêt de discuter, c'est que le président de la République, de par ses pouvoirs constitutionnels, peut toujours s'adresser à la nation. S'adresser à la nation dans le cadre de médias, de discours, de messages, mais aussi s'adresser à la nation dans le cadre de tournées économiques, politiques, de développement, mais s'adresser aussi à la nation dans le cadre donc, des échanges et des rencontres et des réunions auxquelles il procède. Et je pense qu'à ce niveau-là, le référendum étant derrière nous, et le référendum a été, disons, rempli de beaucoup d'équivoques et de beaucoup de négativisme. Et lors du 20 mars, du soir du 20 mars, on a vu ce qu'il en a été. Le président s'est dit justement, il y a un élan qui est favorable. Il y a des conditions beaucoup plus favorables pour justement tenir ce que j'allais dire peut-être un référendum bis, ou en tout cas des consultations populaires, pour que justement, dans le cadre de la mise en œuvre du référendum, dans le cadre de la pacification de l'espace politique sénégalais, on puisse appeler les acteurs à se pencher sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le devenir du Sénégal en ce moment-là. Alors, questions économiques. La signature par le gouvernement du Sénégal des APE, une vive contestation de la part de certains acteurs politiques et sociaux. Des voix demandent même aux députés de ne pas ratifier les accords de partenariat économique. Quel intérêt le Sénégal a à signer les APE? Voilà, il y a de multiples intérêts, mais avant de venir aux intérêts, laissez-moi vous dire de lever au moins deux équivoques dans le cadre de ce débat. Le premier équivoque, et ça me fait une transition en arrière avec le référendum, c'est comme pour le référendum, on a chargé psychologiquement, on a chargé émotionnellement, on a chargé politiquement et sociologiquement le référendum en faisant référence à la laïcité, en faisant référence à l'homosexualité. Il n'en est rien. Donc dans le cadre donc, des APE, c'est ce même discours, c'est ce même processus, c'est cette même trajectoire qu'on voit et qui fait qu'il y a un amalgame abusif donc à la matière qui fait que justement on ne peut pas faire distinguer la graine de livret et c'est ce qu'on essaie de faire. La deuxième équivoque à lever, c'est que l'APE n'est pas l'APE du Sénégal. Oui, Le document n'est pas l'APE du Sénégal, n'est pas l'APE du président Macky Sall. Le document qui... Mais tout gouvernement est libre de signer ou de ne pas signer. Libre de signer ou de ne pas signer. Le président Macky Sall a été élu, enfin désigné par ses pairs pour conduire les négociations lors du sommet de la CEDEAO de Dakar en 2013. Donc il a été le facilitateur. Maintenant, dans le cas de signature, et c'est là où je répondrai vraiment aux questions, il y a de multiples avantages. Oui, le Sénégal a intérêt à signer
donc pour la raison politique, si l'on peut dire, que le Sénégal a le portage donc, de l'APE. Oui. La deuxième chose, c'est que l'intérêt assigné constitue la sauvegarde de l'intégration régionale. Le Sénégal seul ne peut pas faire quelque chose dans la sous-région, au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, en Afrique, donc sans compter le monde. Donc le Sénégal doit y être dans le cadre de l'intégration régionale. Sauf qu'il y a des pays de la sous-région qui il y en a au moins deux. Le Nigeria, par exemple. Hein? Le Nigeria et notre voisin, la Gambie. Alors qu'en face, il y a l'Europe qui est unie. Oui, tout à fait. Mais cela pose problème, non? Ça pose problème, mais il y a dans le paramétrage de l'APE des éléments donc, qui permettent donc, de pouvoir, je ne dirais pas rééquilibrer, mais en tout cas donner des instruments pour parer ou pour en tout cas faire une transition ou en tout cas une mise à niveau pour que justement le choc, l'impact négatif puisse ne pas être senti de la manière la plus négative. Baisse des recettes douanières, voilà. Par exemple, un enjeu énorme aussi pour la production. Un pays qui ne produit pas n'a aucun intérêt à signer ces accords. Qu'est-ce que vous répondez quand vous dites que le Sénégal a tout intérêt à signer ces accords? Je vais répondre spécifiquement en disant d'une part que l'APE marche sur deux jambes, si l'on peut dire. Le premier pied de l'APE, c'est ce qu'on appelle les mesures commerciales et d'ordre commercial. Donc l'entrée des produits européens dans nos différents territoires, dans nos différents marchés, et les exportations que nous aurons à faire, ou continuerons à faire, ou amplifier dans les marchés européens. Le deuxième pied, la deuxième jambe donc, de l'APE, c'est l'aspect développemental, à travers lequel donc, il y a une assistance technique, il y a une capacitation industrielle, commerciale et institutionnelle qui est donc fournie aux pays ACP, y compris le Sénégal, pour pouvoir non pas concurrencer l'Europe à pieds égaux ou à armes égales, mais de faire en sorte qu'on puisse vraiment le faire suivant des modalités. Alors, on est condamné à produire et à exporter. Voilà. Sinon, il n'y a aucun je vais juste revenir spécifiquement sur les pertes douanières. Oui. On l'appelle dans notre jargon l'impact fiscal net. Il a été calculé autour de 143 milliards à peu près pour le Sénégal. Donc, mais dans le cadre de l'aspect développemental, il y a donc ce qu'on appelle donc, le programme d'accompagnement pour la mise en œuvre de l'APE, qu'on appelle PAPET. Et donc, dans le cadre de ce PAPET, l'Union européenne s'est engagée à donner des fonds pour la capacitation, la mise en œuvre et la mise à niveau des industries, des unités aussi bien industrielles qu'agricoles. Et dans cette 6 milliards 500 en euros, le Sénégal va collecter environ 576 milliards. Donc, c'est pour vous dire déjà qu'à ce niveau, soit la portion partielle ou globale de l'impact fiscal net est prise en compte. Le reste maintenant, c'est à travers des projets bien identifiés, au niveau des unités industrielles, au niveau des éléments agricoles, pour leur permettre d'avoir ce qu'on appelle des mesures de défense commerciale contre l'invasion ou contre peut-être l'excès de concurrence de l'Europe. Très bien. Étude commandée par la CBAO, la balance commerciale du Sénégal s'améliore mais reste encore déficitaire. Moins 1383 milliards en 2014 contre moins 1471 en 2013. Une diminution de 37,5 milliards des importations et une hausse des exportations de 53,3 milliards. On est encore loin de l'équilibre et on signe quand même les APE. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Il n'y a pas une contradiction en soi, puisqu'il faut mettre les chiffres, non pas en parallèle, mais il faut les mettre en contexte. Puisque la balance commerciale mesure les flux des échanges depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. La balance commerciale du Sénégal est structurellement et chronologiquement déficitaire. Absolument. Donc, ce sont les fondements. Et donc, un des éléments, c'est certainement qu'on va en parler, un des éléments du plan Sénégal émergent, c'est justement de s'attaquer au ressort de l'économie, aux infrastructures de l'économie pour faire en sorte d'avoir un agenda transformationnel, justement pour attaquer ces éléments structurels. Et donc, l'autre élément, c'est par rapport à l'APE qui va ouvrir donc, nos marchés donc, par rapport à l'Europe. Mais dans le cadre de cette ouverture, il y a au moins 3 éléments on va dire, donc, qui vont alléger, d'allègement donc, de l'impact négatif. Le premier élément, je l'ai cité, j'y reviens et j'insiste parce que je crois que dans le cadre de la communication, il faudrait dire qu'en fait, il y a cette enveloppe-là qui couvre, je ne dirais pas largement, mais qui couvre beaucoup. Le deuxième élément d'allègement, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un produit européen qui va venir perturber notre tissu industriel, ou bien qui va venir aggraver donc, les difficultés dans nos filières agricoles, nous avons le droit de prendre ce qu'on appelle des mesures de défense commerciale. Et donc, que ce soit contre les prix qui sont bas, que ce soit contre les produits qui sont subventionnés, ou que ce soit tout court des éléments d'ordre structurel pour protéger notamment les industries naissantes et autres. Le troisième pilier d'allègement
donc, qui va se faire à ce niveau-là, c'est qu'avec l'ouverture, avec la mise à niveau, nous allons avoir une élévation qualitative de nos produits, qui, certes, hier, n'étaient pas concurrentiels parce qu'on n'avait pas certains moyens, mais qui peut-être, avec l'APE, mais en d'autres moyens par rapport à l'APE, pourront avoir donc ce niveau concurrentiel qui est en dessous. Maintenant, ce ne sera pas demain la veille. Il y a une période de transition qui va s'ouvrir donc dès la signature de 5 ans. Et c'est à partir du moment de la 6e année que donc l'APE entre en vigueur. Et donc pendant ces 5 ans-là, nous aurons cette mise à niveau et nous aurons à faire les éléments d'ordre structurel. Si on ne le fait pas, ce n'est pas à cause de l'APE. Ce n'est pas à cause de l'Union européenne, mais c'est parce que nous aurons failli à faire les réformes structurelles et administratives nécessaires. Qu'est-ce que le PSE va apporter de ce point de vue? Voilà, comme je disais, le PSE apporte l'élément transformationnel. Le premier axe du PSE, c'est donc la transformation donc, de l'économie. Ça veut dire de s'attaquer aux racines du mal. La première racine, le premier mal qui gangrène l'économie sénégalaise, bien même toute la nation sénégalaise, c'est l'électricité. Donc avec ce qu'on appelle le mix énergétique, avec donc, la combinaison entre l'énergie issue donc, des fossiles et donc sur le plan classique, on a maintenant les nouvelles énergies renouvelables, tirées du vent, l'énergie éolienne, tirées du soleil. Savez-vous que, Mamadou, le Sénégal et les pays sahéliens ont 4 fois plus d'ensoleillement qu'un pays comme l'Allemagne. Et l'Allemagne tire 40% de son énergie du soleil. Donc ce sont ces éléments-là auxquels on est en train de s'attaquer. Il y a un peu partout, vous verrez ça, vous avez déjà vu. Donc il y a des éléments sur le plan donc, solaire qui vont permettre d'attaquer ça. Le reste maintenant, c'est au niveau de l'économie. En faisant quoi? En jouant sur le financement, en jouant sur les facteurs de production, en faisant en sorte que l'économie puisse reposer sur des bases solides. Très bien. Alors, il y a cette visite du directeur général de l'OMC au mois de février dernier au Sénégal. Quelles en sont les retombées? C'est quoi la suite? Oui, encore une fois, il n'était pas venu avec une mallette. Il n'a pas laissé donc d'enveloppe ou quoi que ce soit. Je n'ai pas dit ça. Non, exactement, non. C'est pour les téléspectateurs et certains peut-être de nos compatriotes. Oui. Mais juste il était venu avec quoi? Voilà. Il était venu avec 2 choses. J'allais dire 3. Le premier, c'était pour saluer le leadership du Sénégal dans le système commercial multilatéral. Le Sénégal, c'est un nain géographique ou politique ou économique, mais c'est une superpuissance diplomatique. Et cette superpuissance diplomatique s'est ressentie au niveau de l'OMC, en particulier lors de la dernière conférence, la 10e conférence ministérielle de l'OMC qui s'est tenue à Nairobi. Et la deuxième et troisième chose, voilà, parce que le temps nous est compté. Merci. Oui. La deuxième et troisième chose, c'est qu'il y a un accord justement qui va servir à faciliter les échanges, y compris avec l'Union européenne, qui s'appelle l'accord sur la facilitation des échanges, qui a été donc signé par l'OMC, le PM de l'OMC en 2013, et il a voulu exhorter les autres Sénégalais à le signer. Le président a donné son accord et le ministre du Commerce et les autres départements concernés sont en train de faire en sorte donc, de voir au niveau parlementaire comment y arriver d'ici, avant les vacances en tout cas. Le troisième élément, c'était justement pour donner ce signal. Donner ce signal que, au niveau multilatéral, le Sénégal, y compris le secteur privé, a beaucoup à gagner en termes d'exportation, en termes de capacitation et en termes d'image de marque qui va rejaillir sur le pays et leur dire que voilà, vous avez un label qui s'appelle Sénégal, vous avez une opportunité qui s'appelle donc exportation, vous avez un encouragement qui s'appelle facilitation, à vous maintenant de faire la synergie nécessaire, la mise en cohérence nécessaire, et ça c'est le travail du Sénégal et le PSE s'y attelle. Et la suite en septembre, quelque chose qui se passe voilà, autour en de septembre, oui. Je vois que vous êtes beaucoup plus informé que moi. En tout cas, vous êtes aussi informé. Effectivement, le président de la République a reçu une invitation du directeur général de l'OMC pour l'inviter donc au forum de l'OMC qui se tiendra en septembre. Dernière question, le président qui est justement au Kazakhstan, pour le commun des mortels sénégalais, qu'est-ce qu'on peut tirer du Kazakhstan, même si je sais que c'est un pays très riche, voilà, en tout cas qui a un sous-sol très riche. C'est un pays très riche, encore une fois c'est la diplomatie sénégalaise, ensuite c'est un pays musulman, membre donc, de l'OCI, donc vous savez la place donc, du Sénégal dans l'OCI, et il y a d'autres éléments spécifiques rapidement. Le premier c'est que lors de l'exposition universelle à Milano en Italie l'année dernière, le Kazakhstan a officiellement transmis une invitation officielle donc, au président de la République de venir visiter donc, le Kazakhstan et aussi d'être le pays hôte lors de l'exposition universelle qui sera habitée par le Kazakhstan en 2020. Et plus spécifiquement encore, deuxième élément, c'est que le Kazakhstan c'est un pays minéralier. C'est un pays qui regorge donc, de pétrole, de gaz. Et donc,
nous sommes à la recherche de l'expertise, nous sommes à la recherche de ce qu'on appelle le benchmarking. Les leçons qu'on doit prendre donc, des pays pétroliers, des pays gaziers, des pays qui ont des ressources minérales, pour que justement on puisse donc apprendre de leurs erreurs, mais aussi et surtout qu'on puisse profiter donc de leur expertise et leur en termes expérience. de transfert de technologie, en termes de transfert de savoir-faire, know-how, et en termes donc de management des industries extractives. Puisque nous serons bientôt producteurs de pétrole et de gaz. Inch'Allah. Merci, Dr Fallou Samb, conseiller spécial du président de la République. Bouba, c'est tout pour ce soir. Excellent week-end. À lundi, Inch'Allah. Bonsoir.